vent dans les montagnes de l'Altaï mongol n'a pas d'origine connue. Il arrive sans prévenir, de n'importe quelle direction, chargé de cristaux de neige sèche qui ne tombent pas. Il voyage à l'horizontale. Il fait chuter la température ressentie à toute altitude de 10 à 15 degrés en dessous du thermomètre. En janvier, quand le froid continental asiatique atteint son point le plus brutal, les vallées de l'Altaï peuvent enregistrer 45 degrés sous zéro dans la nuit. Le souffle condense à 2 mètres de la bouche avant que le vent ne le disperse. Les rivières gèlent jusqu'au fond dans les tronçons à faible débit. Les arbres en limite de forêt, déjà rares à cette altitude, craquent d'un son qu'on pourrait confondre avec celui de branches qui se brisent. Et sur ce rocher gelé, à 3000 mètres d'altitude, là où le vent a effacé toute trace dans la neige au cours des 20 dernières minutes, quelque chose bouge. Lentement, avec une économie de mouvement qui paraît impossible pour un animal de cette taille sur une pente de 40 degrés, couverte de glace. Les pattes avant cherchent chaque appui avant de transférer le poids. La longue queue, presque aussi longue que le corps entier, oscille légèrement pour compenser chaque petit déséquilibre. Les yeux jaune-vert balaient la vallée en contrebas avec une concentration qu'aucun thermomètre ne peut interrompre. Le léopard des neiges se déplace depuis des heures et la proie qu'il suit est à 400 mètres. La Mongolie est le plus grand pays enclavé du monde et le moins densément peuplé de la planète, avec à peine 2 habitants par kilomètre carré sur un territoire d'1 560 000 km². Ce chiffre a des conséquences qui vont bien au-delà de la démographie. En Mongolie, la majeure partie du territoire ne dispose d'aucune infrastructure permanente. Pas de routes asphaltées pour le traverser, pas de lignes électriques pour l'éclairer, pas d'agriculture pour le transformer. Ce qu'on y trouve, sur la plus grande partie de ce territoire, c'est ce qui existait il y a 10 000 ans. Herbes, roches, ciel et vent. Il en résulte l'un des derniers écosystèmes continentaux à grande échelle, qui fonctionne encore selon quelque chose d'approchant de sa configuration, d'origine dans l'hémisphère nord. Les steppes de Mongolie abritent encore l'une des dernières grandes migrations d'ongulés de la planète. Les montagnes de l'Altaï et du Khangai, renfermant entre 20 et 30% de la population mondiale de léopards des neiges, le félin de Své. Montagne le moins connu et le plus menacé d'Asie centrale. Et dans le Gobi, le désert froid le plus étendu du monde, survivent des animaux si longtemps isolés du reste de leurs espèces que les généticiens les considèrent différents au niveau moléculaire de toute population comparable. En Mongolie, la nature sauvage n'est pas un parc, c'est le pays. Les monts Altaï traversent le territoire de la Mongolie du nord-ouest au sud-est en une chaîne de sommets qui dépasse 4000 mètres en son, point le plus élevé. Sur les flancs de cette chaîne, au-dessus de la limite forestière et en dessous des glaciers permanents, existe une zone de vie que les écologues appellent zone de transition alpine. Ni forêt ni glace, mais roches, neige saisonnière et buissons de genévriers et d'armoises qui s'agrippent aux failles avec une obstination que la biologie des plantes de haute montagne fait de la norme. Dans cet espace hostile et vertical, le léopard des neiges, Panthera uncia, perfectionne depuis plusieurs millions d'années une solution de chasse qu'aucun autre grand félin de la planète n'a développée. Son corps est une réponse à chacun des problèmes que pose la chasse en terrain escarpé et à basse température. Les pattes sont courtes par rapport au corps, ce qui abaisse le centre de gravité et améliore la stabilité sur les surfaces irrégulières. Les pattes avant sont extraordinairement larges. La surface d'appui d'une patte avant d'un léopard des neiges adulte peut atteindre 104, 20 cm², comparable en surface à celle d'un ours beaucoup plus lourd. Cette largeur fonctionne comme des raquettes à neige, répartissant le poids sur une surface plus grande et permettant à l'animal de se déplacer sur la neige molle sans s'y enfoncer autant qu'un carnivore, aux pattes plus étroites. La queue mérite une description à part. Longue de 80 à 100 cm chez les adultes, la queue du léopard des neiges peut être aussi longue que le corps sans la tête. Elle est recouverte d'une couche de poils particulièrement dense qui, en hiver, permet à l'animal de l'utiliser comme écharpe.
Les individus observés au repos l'enroulent fréquemment autour du corps et l'appuient sur le museau pour protéger les zones les plus vulnérables au froid. Mais sa fonction principale est dynamique. En courant sur des pentes prononcées, la queue agit comme contrepoids actif que l'animal ajuste avec précision pour maintenir l'équilibre à chaque pas. Lors des changements de direction brusques qui caractérisent la poursuite des bouquetins et des argalis sur le rocher, la queue fait la différence entre maintenir la trajectoire et chuter. Un léopard des neiges adulte pèse entre 35 et 55 kg. Ses proies habituelles comprennent l'argali, Ovisamon, le plus grand mouton sauvage du monde, dont les mâles adultes peuvent dépasser 150 kg, et le bouquéin sibérien Capra sibirica, qui atteint 100 kg chez les plus grands mâles. Dans les deux cas, le léopard chasse des animaux qui peuvent peser 2 à 4 fois son propre poids. La technique qui rend cela possible est l'embuscade depuis une position en hauteur. Le léopard se positionne au-dessus de la trajectoire habituelle de la proie, attend sur la roche avec le corps plaqué contre la surface et attaque vers le bas au moment où la proie passe en dessous. L'attaque vers le bas sur une proie plus grande que le prédateur présente un avantage biomécanique qui compense partiellement la différence de masse. La gravité s'ajoute à l'élan du saut et le léopard peut utiliser son propre poids pour renverser la proie avant qu'elle puisse exploiter son avantage de taille pour se libérer. La morsure à la nuque ou à la gorge, que les grands félins exécutent par la seule force des mâchoires, combine chez le léopard des neiges la fixation avec le poids de tout le corps du prédateur sur le cou de la proie. L'argali tombé sur le flanc a entre 3 et 5 secondes pour retrouver la verticalité avant que le léopard ne consolide sa prise. S'il n'y parvient pas, la gorge est comprimée et le processus de perte de conscience commence. Le taux de réussite du léopard des neiges dans ses attaques sur des argalis adultes est de 10 à 20% dans les études qui ont pu enregistrer des tentatives de chasse depuis des postes d'observation ou via des caméras à déclenchement automatique à haute vitesse. C'est un taux faible qui reflète la difficulté réelle de renverser un animal pouvant le quadrupler en poids. Le léopard compense ce faible taux avec de la patience. Il peut suivre le même troupeau d'argalis pendant des jours, attendant le moment où l'un d'eux se retrouve dans une position favorable par rapport à un point d'embuscade, ou que le terrain canalise le troupeau par un itinéraire où le léopard peut se positionner avec avantage. Quand la chasse est fructueuse, un argali adulte peut nourrir le léopard pendant plusieurs jours. L'animal traîne la carcasse dans un endroit dissimulé entre les rochers et y revient pendant 2 ou 3 jours consécutifs, couvrant les restes de neige entre les visites pour ralentir la décomposition et compliquer la localisation par l'odorat d'autres prédateurs ou charognards. Les corbeaux, les charognards aériens les plus fréquents dans l'écosystème de l'Altaï, finissent toujours par localiser les carcasses depuis les airs. Leur acuité visuelle pour détecter du sang sur la neige blanche depuis des centaines de mètres de hauteur fait que toute chasse réussie en terrain ouvert est connue des charognards en quelques heures. Le léopard des neiges est le félin solitaire le plus extrême d'Asie. Les études de suivi GPS montrent des territoires individuels pouvant dépasser 1000 km² dans les zones à plus faible densité de proies, les individus parcourant entre 20 et 30 km au cours d'une ZEUD, seule nuit de déplacement actif. Les territoires des mâles se chevauchent partiellement avec ceux de plusieurs femelles, mais les individus s'évitent activement sauf pendant la période de reproduction, entre janvier et mars, quand les mâles suivent les traces olfactives des femelles pendant des jours ou des semaines. La communication entre solitaires qui se croisent rarement face à face repose presque entièrement sur le marquage territorial. Le léopard dépose de l'urine, des fesses et des traces de griffures en des points précis du territoire, avec une fréquence qui augmente aux zones de chevauchement avec d'autres individus. Un léopard qui visite un point de marquage laissé par un congénère obtient, à partir des composés chimiques présents dans les sécrétions, des informations sur le sexe, l'état reproducteur et peut-être l'état de santé du déposant. Aucune rencontre physique.
Aucune vocalisation qui voyagerait des kilomètres pour signaler une présence. Seulement de la chimie sur la roche, active pendant des jours ou des semaines selon les conditions de température et de vent, avec entre 4000 et 6500 individus estimés dans l'ensemble de son aire de répartition en Asie centrale et méridionale. Le léopard des neiges est classé vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature. En Mongolie, les estimations les plus récentes suggèrent entre 800 et 1000 individus, ce qui ferait du pays le foyer de 15 à 20% de la population mondiale. Cette proportion rend l'état de la population mongole directement pertinent pour le statut global de l'espèce. Les menaces sont les mêmes que dans le reste de l'aire de répartition. La chasse illégale pour le trafic de peau et d'os alimentant les marchés de médecine traditionnelle, les conflits avec les éleveurs qui perdent des animaux domestiques et réagissent en tuant le prédateur, et la diminution des proies naturelles par compétition avec le bétail sur les pâturages d'altitude. En Mongolie, la coexistence du léopard avec les bergers a une histoire de tension que la protection juridique seule ne résoudra pas, passant des systèmes de compensation qui évitent que l'éleveur soit toujours la victime économique d'un prédateur protégé. À plus basse altitude, là où les contreforts de l'Altaï s'ouvrent sur les plaines, l'écosystème change de registre. La roche verticale et la neige permanente des sommets cèdent la place aux prairies d'altitude puis à la steppe proprement dite, une surface presque plate qui s'étend sur des centaines de kilomètres dans toutes les directions, couverte de graminées basses et de touffes d'arbustes qui sont d'un vert éclatant en été et deviennent en hiver des tiges sèches couleur ocre que le vent plie et redresse sans arrêt. La steppe mongole est l'un des derniers grands écosystèmes de prairies intacts au monde. En Europe et en Amérique du Nord, les prairies qui couvraient jadis des millions de kilomètres carrés ont été pour la plupart converties en terres agricoles. En Mongolie, la faible densité de population et la persistance de l'élevage nomade, qui ne laboure pas le sol et n'installe pas d'infrastructures permanentes, ont préservé la structure écologique fondamentale de la steppe dans une étendue qui n'a pas d'équivalent dans Ney, hémisphère nord. Dans cette steppe, le prédateur au sommet n'est pas un félin solitaire. C'est le loup. Le loup mongol vit dans l'une des densités de meutes les plus élevées du continent asiatique, dans les zones de steppe à plus grande abondance de ongulés. Une meute typique compte entre 5 et 12 individus, organisés autour du couple reproducteur dominant et des descendants d'une ou deux portées précédentes. Les années de plus grande abondance de proies, certaines meutes du sud atteignent 20 individus. La chasse du loup mongol dans la steppe a une mécanique différente de celle de la plupart des populations de loups étudiées en Europe ou en Amérique du Nord, où la couverture forestière permet des stratégies d'embuscade impossibles en steppe ouverte. Dans la prairie sans arbres, où la visibilité peut dépasser 20 km par temps clair, l'approche furtive des léopards ou des lions est inenvisageable. La proie détecte le prédateur avant que celui-ci soit à portée d'attaque. La solution du loup à ce problème, c'est l'endurance et la géométrie. Une meute qui localise un groupe de gazelles mongoles en terrain ouvert ne cherche pas à s'en approcher furtivement. Elle s'en approche directement, à un rythme qui n'est pas sa vitesse maximale, mais qui oblige les gazelles à se mettre en mouvement. À mesure que les gazelles accélèrent, la meute se répartit de façon que certains individus suivent directement le groupe, tandis que d'autres se déplacent latéralement, coupant les éventuelles voies de fuite sur les flancs. L'objectif n'est pas d'attraper la proie dès le premier sprint. Il s'agit de canaliser le mouvement du groupe de gazelles dans une direction précise, où le terrain offre un avantage, ou simplement de continuer à courir jusqu'à ce que l'une des gazelles montre des signes de ralentissement. La gazelle mongole Procapra guturosa peut courir à 70 km à l'heure et maintenir une allure de 45 km à l'heure sur plusieurs kilomètres. Elle est nettement plus rapide que le loup à la vitesse pure. Mais la meute n'a pas besoin d'être plus rapide que la gazelle la plus véloce. Elle doit être plus rapide que la plus lente, ou plus endurant que n'importe quelle gazelle quand la poursuite se prolonge assez longtemps.
Les loups qui pourchassent en formation en éventail génèrent chez les gazelles un comportement de fuite documenté en détail. Les gazelles courent en ligne droite quand le prédateur vient par derrière, mais virent quand elles détectent un individu sur le flanc. Ce virage réduit leur vitesse dans le changement de direction. Les loups en position latérale anticipent ce virage parce qu'ils lisent depuis des kilomètres la dynamique du troupeau, et l'anticipation leur permet de réduire la distance à chaque tournant. La géométrie de la poursuite se referme non parce que les loups courent plus vite, mais parce que la forme de l'attaque oblige la proie à prendre des décisions en fractions de secondes qui la rapprochent systématiquement du prédateur. La cible habituelle des attaques sur les gazelles mongoles sont les individus qui montrent déjà des signes d'épuisement ou une limitation physique quelconque. Un animal qui trébuche dans un changement de direction. Une femelle gestante dont l'abdomen réduit la vitesse maximale dans les mois précédant la mise bas. Un individu jeune n'ayant pas encore développé la pleine capacité pulmonaire de l'adulte. La sélection n'est pas délibérée au sens que ce terme a en biologie évolutive, mais le résultat fonctionnel est le même. Les individus les moins capables de maintenir vitesse et agilité maximale sont ceux qui finissent le plus souvent capturés. Une meute de 12 loups adultes bien nourris peut parcourir 40 à 60 km au cours d'une journée de déplacement actif. En hiver, quand la neige recouvre la steppe et que les gazelles ont migré vers le sud, les meutes prolongent leur déplacement jusqu'à là où la piste des proies les mène. Les gazelles mongoles que les loups pourchassent dans la steppe sont les derniers grands ongulés migrateurs d'Asie centrale et accomplirent encore de plumes déplacements saisonniers avec quelque chose d'approchant leur échelle historique. Entre 700 000 et 1 200 000 individus se déplacent chaque année des pâturages du nord vers le sud à l'automne et reviennent au printemps, suivant les cycles de croissance des graminées qui constituent leur alimentation. C'est une migration qui forme, dans ses meilleurs moments, des colonnes visibles à des dizaines de kilomètres, l'horizon de la steppe obscurci par le mouvement de dizaines de milliers de corps, dans une seule concentration. Cette migration est aussi l'un des événements de nature sauvage les plus vulnérables du continent. Contrairement aux migrations africaines qui se déroulent à l'intérieur de parcs nationaux aux frontières établies, la migration de la gazelle mongole traverse indistinctement les territoires de la Mongolie et de la Chine, des lignes de chemin de fer, des routes pavées, des clôtures d'exploitation d'élevage et des zones d'extraction minière. Chaque infrastructure qui coupe la route migratoire traditionnelle fragmente le mouvement du troupeau et réduit le nombre d'individus capables de mener à bien le cycle saisonnier. Dans les décennies de plus forte pression économique sur la Mongolie, quand l'exploitation minière du charbon et des terres rares a commencé à se développer à grande échelle, le nombre de clôtures et de routes dans la steppe a augmenté à une vitesse que les gestionnaires de la faune sauvage n'ont pas pu suivre. Les gazelles qui avaient emprunté les mêmes routes pendant des siècles se sont retrouvées face à des obstacles qu'elles ne savaient pas contourner, et des groupes entiers se sont retrouvés bloqués dans des zones sans nourriture suffisante pendant l'hiver. Les épisodes de mortalité massive de gazelles mongoles par Dzud sont devenus plus fréquents au fur et à mesure que les populations se fragmentaient. Le loup, dont les populations dépendent des gazelles en hiver, a ressenti ces variations comme des fluctuations annuelles dans le succès de chasse. Les meutes qui, les bonnes années, capturaient 2 à 3 gazelles par semaine passaient à des prises rares les années de Dzud sévère. Il y a dans la steppe mongole un animal facile à ignorer et difficile à observer, dont l'adaptation au froid extrême est si complète que les zoologues qui l'étudient indiquent fréquemment que, du point de vue des solutions biologiques aux problèmes de l'hiver dans la prairie ouverte, il a plus en commun avec les ours polaires qu'avec les chats domestiques auxquels il ressemble en taille. Le chat de Pallas, Autocolobus manul, pèse entre 2 et 4 kg. Il a le visage aplati des félins d'Asie centrale, avec des yeux positionnés plus frontalement que chez la plupart des petits chats, ce qui lui offre un large champ binoculaire pour évaluer les distances en terrain ouvert. Ses pupilles sont circulaires,
non elliptique comme chez la plupart des félins. Une caractéristique qu'il partage avec le léopard des neiges et que les chercheurs associent à la Breusin de Zeze. Chasse dans les conditions de lumière uniforme typiques des prairies d'altitude. Et son pelage est probablement le plus dense, par unité de surface de peau, de tous les félins vivants. Les poils du sous-poil hivernal du chat de Pallas peuvent dépasser 6 cm de longueur, avec une densité qui fait paraître l'animal 2 fois plus grand qu'il ne l'est, et lui procure une isolation thermique suffisante pour rester actif, dans la neige par moins 30 degrés. Il chasse principalement des rongeurs, surtout des pikas et des campagnols, vivant dans des terriers dans la Veuchaie, steppe, avec une technique de chasse au ras du sol qui tire parti de la faible hauteur des buissons d'armoise pour rester dissimulé dans un andré, environnement où la couverture végétale dépasse rarement 20 cm. La poursuite active n'est pas sa stratégie principale. Le chat de Pallas n'a ni la vitesse ni l'endurance nécessaires pour rattraper les rongeurs qui s'enfuient, et il préfère l'embuscade statique, attendant immobile à l'entrée d'un terrier, jusqu'à ce que l'occupant sorte à la surface. La distribution du chat de Pallas en Mongolie est large, mais la densité faible et difficile à estimer parce que l'animal évite toute visibilité. Les études avec des pièges photographiques suggèrent des densités de 2 à 5 individus pour 100 km² dans les meilleures zones. Il est classé quasi menacé par l'Uikn, les principales pressions étant la chasse historique pour sa fourrure et la réduction de ses proies par rodenticides dans les zones agricoles périphériques. Au sud de la steppe, le paysage change d'une façon difficile à décrire sans recourir à l'idée que le monde s'est vidé. La végétation se fait plus rare. Les couleurs du sol passent du vert à l'ocre et de l'ocre au gris et au beige. Les horizons s'élargissent jusqu'à paraître impossibles et l'air a une sécheresse qui le fait paraître plus léger, comme s'il y en avait moins, bien que l'altitude soit inférieure à celle des montagnes. Le Gobi est le 5e plus grand désert du monde et le plus vaste d'Asie, avec environ 1 300 000 km² répartis entre la Mongolie et la Chine. Il n'est pas un désert de sable dans sa plus grande partie. 80% du Gobi sont couverts de graviers, de roches et de sols compactés. Le froid en hiver atteint moins 40 degrés dans les zones les plus exposées. La chaleur en été dépasse 40 degrés dans les vallées. L'amplitude thermique annuelle du Gobi, la différence entre la température la plus haute et la plus basse enregistrée au même endroit au cours d'une année, peut dépasser 80 degrés. Aucun autre désert de la planète ne connaît des oscillations thermiques comparables. Dans cet environnement d'extrême, les animaux qui survivent ont poussé l'adaptation aux conditions limites plus loin que ne l'aurait exigé aucun écosystème plus clément. Le chameau de Bactriane sauvage, Camelus feurus, est une espèce différente du chameau de Bactriane domestiqué, même si les deux se ressemblent physiquement. Les différences génétiques entre eux sont comparables à celles qui existent entre le loup et le chien domestique. Ils ont divergé depuis suffisamment de millénaires pour que la sélection ait produit des différences fonctionnelles significatives, et le chameau sauvage s'est spécialisé dans des conditions que le domestiqué ne tolère pas. Il peut boire de l'eau de source si salée qu'aucun autre ongulé connu ne peut les traiter. Une adaptation lui permettant d'accéder à des ressources hydriques que ses concurrents ne peuvent exploiter. Il peut survivre des semaines sans boire en hiver, utilisant la neige comme source d'eau, ce que les chameaux domestiqués font rarement, car la domestication leur a ôté ce comportement. Et sa distribution dans le Gobi l'emmène dans des zones où la végétation est si rare que ses concurrents ont cessé d'en être par simple impossibilité de survie. Avec entre 800 et 900 individus estimés dans toute son aire de distribution, le chameau de Bactriane sauvage est classé en danger critique d'extinction et est l'un des grands mammifères les plus menacés de la planète. L'isolement des populations du Gobi mongol par rapport à celles du Gobi chinois, du fait de la fragmentation de l'habitat et des activités minières, réduit la diversité génétique de chaque sous-population à des niveaux que les généticiens de la conservation jugent préoccupants. Dans le même désert,
Dans les oasis isolées où l'eau affleure en des points déterminés par la géologie du sous-sol, vit l'ours du Gobi, connu en mongol sous le nom de Masalai. C'est le seul ours à vivre dans un désert et l'un des mammifères les plus rares de la planète, avec une population qui, dans les recensements les plus récents, ne dépasse pas 40 individus. C'est une sous-espèce de l'ours brun qui, isolé dans le Gobi depuis au moins quelques millions d'années, a développé des adaptations morphologiques et comportementales qui la distinguent d'autres sous-espèces, de plus petite taille, avec un pelage brun clair qui vire à l'orangé chez certains individus, avec des griffes plus longues par rapport au corps que celles des ours bruns de la taïga, et avec un comportement d'activité bien plus restreint que ses cousins du Nord, calculé pour minimiser la dépense énergétique dans un environnement où les ressources sont rares et dispersées. Les oasis du Gobi où l'ours du Gobi concentre son activité sont aussi les points où le chameau sauvage s'abreuve et où les pieds des monts Altaï du Gobi offrent un peu de végétation dense. La compétition entre le chameau et l'ours pour les ressources de ces oasis est documentée par les pièges photographiques installés ces dernières années. Les deux animaux s'évitent dans le temps dans la plupart des cas, l'ours étant actif principalement aux heures fraîches de l'aube et du crépuscule, tandis que le chameau fréquente les oasis aux heures centrales de la journée. L'animal qui représente le mieux le paradoxe de la nature mongole, la combinaison d'une extrême vulnérabilité et d'une extrême résilience, est le cheval de Przewalski, appelé taki en mongol, terme qui signifie littéralement esprit ou sacré. Le taki est le seul équidé véritablement sauvage qui existe dans le monde, pas au sens de non domestiqué. Il existe des chevaux férods sur plusieurs continents qui vivent depuis des générations sans contact humain. Le taki est génétiquement distinct du cheval domestique. Il possède 66 chromosomes contre 64 chez le cheval domestiqué. Une différence qui fait que les croisements entre les deux formes produisent une descendance fertile, mais avec des caractéristiques que les généticiens considèrent comme indicatrices d'une séparation d'au moins 100 000 ans. Le taki a été déclaré éteint à l'état sauvage en 1969. La dernière observation confirmée d'un individu en liberté eut lieu dans le Gobi mongol. À ce moment-là, l'espèce tout entière se résumait à un petit nombre d'individus dans des eaux d'Europe et d'Amérique, descendants des animaux capturés pour l'exposition au début du XXe siècle. La génétique de cette population captive était étroite. La probabilité de récupérer quelque chose de fonctionnellement sauvage à partir de ce matériel semblait lointaine. À partir de 1992, des réintroductions ont commencé en Mongolie. Des groupes d'animaux nés en captivité dans différents pays européens ont été relâchés dans le parc national de Koustai et dans d'autres zones du pays. Les premières années furent difficiles. Des animaux ayant passé toute leur vie dans des enclos avec une nourriture assurée devaient apprendre à paître dans le froid mongol, à se déplacer sur terrain irrégulier, à se regrouper face aux prédateurs. La mortalité des premiers groupes fut élevée, surtout pendant les premiers hivers. Aujourd'hui, 3 décennies après le début des réintroductions, la population dépasse 400 individus en liberté. Les animaux naissent déjà dans des générations qui n'ont jamais connu la captivité. Des groupes aux structures sociales fonctionnelles se sont formés. Des harems avec un étalon dominant, des groupes de jeunes étalons, des poulains qui apprennent de leur mère les routes saisonnières du territoire. Le loup mongol considère le taki comme une proie légitime. Les attaques de loups sur la population réintroduite de takis sont documentées depuis les premières saisons. Et la pression de prédation est l'un des facteurs que les gestionnaires des programmes de réintroduction continuent de surveiller attentivement. Dans la pratique, les takis manifestent des comportements anti-prédateurs que leurs ancêtres en captivité n'avaient pas l'occasion d'utiliser, mais qui semblent émerger sans apprentissage, explicites quand l'environnement les exige. Des sentinelles qui alertent le groupe par des cris spécifiques quand elles détectent un loup à distance. Une formation défensive circulaire avec les juons et les poulains au centre et les plus grands adultes à l'extérieur. Et une fuite coordonnée qui maintient le groupe uni plutôt que de se disperser, comme le ferait du bétail domestique,
sans entraînement de groupe. La relation entre le loup et le taki dans la Mongolie moderne est aussi la relation entre l'écosystème historique et l'écosystème qui tente de se reconstituer. Le loup qui presse sur la population réintroduite de taki n'est pas un élément étranger au système. Il faisait partie du système d'origine avant la disparition du taki. La pression de prédation qu'il exerce, même si elle est douloureuse pour les gestion travaille depuis des décennies à la restauration du taki, est aussi le mécanisme qui, pendant des millions d'années, a maintenu le taki alerte, rapide et socialement soudé. La saïga, Saïga tatarica, est présente dans les steppes d'Asie centrale depuis la dernière glaciation, quand elle partageait les prairies périglaciaires d'Europe et d'Asie avec des mammouths, des rhinocéros laineux et des lions des cavernes. La plupart de ses compagnons de cet écosystème ont disparu il y a 10 à 12 000 ans. La saïga a survécu. Son apparence n'est pas celle du survivant qu'on attendrait d'un nain annival qui surmonte des extinctions massives depuis 10 000 ans. Le nez bulbeux et cartilagineux qui donne à la saïga un aspect que la plupart des observateurs qualifient de singulier est en réalité solution d'ingénierie biologique d'une élégance considérable. Il agit comme filtre et comme préchauffeur de l'air inspiré. Lors des tempêtes de poussière estivale dans la steppe asiatique, les particules en suspension peuvent atteindre des concentrations qui, pivétion, endommageraient les voies respiratoires d'un animal aux nez ordinaires. La structure interne du nez de la saïga, avec ses cornets très développés et sa vaste surface muqueuse, filtre cette poussière avant qu'elle n'atteigne les poumons. En hiver, le même système réchauffe l'air froid avant qu'il ne touche la trachée, réduisant ainsi le coût calorique de la respiration par moins 30 degrés. Elle peut courir à 80 km à l'heure, ce qui en fait l'un des ongulés les plus rapides d'Asie centrale, avec une endurance en course que les loups jugent si peu rentable à poursuivre directement qu'ils préfèrent canaliser le mouvement du troupeau vers des individus attardés plutôt que de tenter la poursuite directe d'un adulte en pleine capacité. L'histoire récente de la saïga est l'une des plus dramatiques des grands ongulés de l'hémisphère nord. Dans les années 1990, l'effondrement de l'Union soviétique et la disparition des structures de gestion de la chasse qui avaient régulé la pression sur l'espèce pendant des décennies ont déclenché une vague de braconnage massif motivée principalement par la demande de cornes des mâles sur les marchés de médecine traditionnels. En moins de 10 ans, la population mondiale de saïga a chuté de plus d'1 million d'individus à moins de 50 000, un déclin de 95% en une seule décennie. Les populations mongoles de saïga ont chuté au point où les recensements des années 2000 enregistraient moins de 10 000 individus dans tout le pays. Des programmes de protection ont permis un redressement partiel, avec des estimations actuelles entre 20 et 40 000 individus. Mais l'espèce reste en état de vulnérabilité, et les épisodes de mortalité massive par maladie infectieuse, pouvant tuer des dizaines de milliers d'individus en quelques jours, constituent une menace dont la reprise démographique ne protège pas. La Mongolie abrite l'une des traditions de fauconnerie les plus anciennes et les plus intactes au monde. Les chasseurs kazakhs de l'ouest du pays utilisent des aigles royaux, Aquila chrysaetos, pour chasser les renards arctiques, les lièvres et parfois de petites gazelles durant les mois d'hiver. La tradition a au moins 4000 ans d'histoire documentée et produit une relation entre l'être humain et l'oiseau que les éthologues qui l'ont étudié décrivent comme sans équivalent dans aucune autre pratique de fauconnerie connue. L'aigle royal est le rapace le plus répandu dans le monde et l'un des plus grands, avec une envergure qui peut atteindre 2,40 m chez les plus grandes femelles et un poids de 4 à 6 kg. Sa vision a une résolution 2 à 3 fois supérieure à celle de l'œil humain et une capacité de détection du mouvement en champ large qui lui permet de voir un lapin à 2 km de distance dans des conditions normales de lumière. Ces cerfs, avec une pression de fermeture pouvant dépasser 400 kg par centimètre carré chez les individus les plus grands, suffisent à fracturer les os de toute proie dans sa gamme de taille habituelle.
En dehors de la relation avec le chasseur humain, l'aigle royal fait partie du même système de prédation que les loups et le léopard. Il pèse sur les populations de rongeurs, qui eux-mêmes pèsent sur la végétation, et agit comme charognard secondaire exploitant les restes des chasses des mammifères prédateurs. Sa position dans la chaîne trophique est celle d'un généraliste haute performance, capable d'exploiter des ressources qu'aucun autre prédateur du système ne peut atteindre, notamment en terrain vertical où ni le loup ni le léopard ne peuvent rivaliser avec le vol. La Mongolie a vécu ces dernières décennies une pression de modernisation dont la rapidité n'a pas d'équivalent historique dans la région. La découverte de réserves de charbon, de cuivre, d'or et de terres rares dans le sous-sol du Gobi et des steppes du Sud a fait du pays l'une des cibles les plus actives d'investissements miniers en Asie. Les infrastructures nécessaires à l'extraction et au transport de ces minerais, routes, voies ferrées, installations de traitement, ont poussé dans des zones qui, il y a 20 ans encore, faisaient partie du territoire de migration ininterrompue de la gazelle mongole et de l'habitat de connexion entre les populations de léopards, de l'habitat Altaï et celle des systèmes montagneux du Sud. L'élevage nomade, qui pendant des millénaires avait exercé sur les pâturages une pression distribuée et saisonnière que l'écosystème pouvait absorber, a connu une augmentation du nombre d'animaux par unité de surface que les sols de la steppe ne supportent pas toujours. La croissance du cheptel au cours des dernières décennies, portée par un meilleur accès au marché et la monétisation de l'ESN, économie nomade, a produit dans certains districts une surcharge des pâturages d'altitude, où le léopard des neiges et l'Argali, territoire avec les troupeaux. Le changement climatique ajoute une couche de pression qui se superpose à toutes les autres. La Mongolie est l'un des pays où le réchauffement climatique progresse à une vitesse supérieure à la moyenne planétaire. La température moyenne annuelle a augmenté de plus de 2 degrés au cours des 40 dernières années. Les glaciers de l'Altaï reculent à une vitesse documentée qui affecte le débit des rivières saisonnières dont dépendent le bétail et la faune sauvage dans les vallées. Les régimes de précipitation sont devenus plus erratiques, avec des épisodes de dzud plus fréquents et plus intenses que dans les annales historiques. Et la fréquence des épisodes de dzud, ces hivers extrêmes où la combinaison de fortes chutes de neige et de formation de verglas sur l'herbe empêche les ongulés d'accéder au pâturage, a augmenté de manière statistiquement significative depuis les années 1990. Les dzuds tuent des dizaines de milliers de têtes de bétail les années les plus sévères, appauvrissent les bergers nomades et exercent une pression sur les proies sauvages déjà soumises à d'autres stress. Pour le léopard des neiges, dont les proies naturelles sont en compétition avec le bétail sur les mêmes pâturages d'altitude, un dzud sévère peut signifier un hiver entier de chasse infructueuse, suivi de prédation sur le bétail survivant, ce qui à son tour alimente le cycle de conflit avec les éleveurs. L'aube dans l'Altaï mongol en hiver arrive tard et disparaît tôt. 3 ou 4 heures de lumière utilisable, avec le soleil bas sur l'horizon sud pendant tout ce temps, projetant de longues ombres sur la neige et une lumière orangée qui fait paraître les rochers plus proches qu'ils ne le sont. Dans cette aube brève, le léopard des neiges qui suit depuis des heures le troupeau d'Argalis depuis les sommets descend vers la crête par laquelle le troupeau passera en entrant dans la vallée de pâturage. Il s'aplatit contre le rocher, il régule sa respiration. La neige sur son pelage tacheté le rend indiscernable de la surface à moins de 20 mètres. Et il attend. Dans la steppe, 100 km à l'est, la meute de loups qui s'est levée avant l'aube a localisé la trace des gazelles qui sont passées dans la nuit et se met en mouvement, en formation en éventail, avec la précision issue de centaines de chasses précédentes sur ce même territoire. Dans le Gobi, 400 km au sud, l'ours qui séjourne dans l'oasis a terminé son activité matinale et regagne son abri avant que la chaleur du jour ne rende tout déplacement inutile. En un point de ce même désert, le chameau sauvage qui n'a pas bu depuis 2 semaines s'approche du puits artésien, avec la prudence d'un animal qui sait exactement ce qu'il y a à perdre dans cette approche si quelque chose tourne mal.
La Mongolie est depuis des décennies le lieu où les chercheurs en faune sauvage viennent étudier comment devrait fonctionner un écosystème de steppes et de montagnes, sans la fragmentation qui a détruit ses équivalents dans le reste du continent. C'est aussi le lieu où ils étudient ce que cet écosystème perd quand la pression cumulée venant de plusieurs directions commence à dépasser sa capacité d'absorption. Le léopard des neiges qui attend sur la crête ne sait pas combien de ses semblables il reste. Il n'a aucun moyen de savoir si l'Argali qui approche vient d'un troupeau dont la population est en déclin depuis des années ou d'un troupeau en équilibre stable. Il sait seulement qu'il n'a pas mangé depuis des heures, que le froid ce matin est intense, même pour lui, et que la distance entre sa position et le passage de l'Argali diminue à mesure que le troupeau avance. Ce qui se passera dans les 5 prochaines minutes sur cette crête enneigée ne changera pas le statut global de l'espèce. Mais c'est la scène qui se répète dans ces montagnes depuis avant les premiers nomades mongols, depuis avant qu'il n'existe des mots humains pour nommer l'animal qui attend ou la proie qui approche. Certains des cycles les plus importants du monde n'ont pas de témoins humains. Ils n'ont que des résultats. Et ces résultats sont depuis des millions d'années la raison pour laquelle cet endroit continue de ressembler à ce qu'il est.